pour cette communication à organiser les multiples espaces physiques et métaphoriques qu'ouvre la marionnette dans le champ théâtral, j'ai été confrontée à la difficulté qui s'impose dès lors que l'on utilise le terme marionnette. Il est évocateur, certes, mais il y a une discordance certaine entre, d'une part, la réalité des pratiques et créations contemporaines avec la marionnette, et de l'autre, les projections que le mot crée encore. Il n'existe hélas pas en français d'équivalent exact du mot allemand Figurentheater, désormais plus utilisé que Puppentheater, qui met au centre de l'attention non pas tant l'objet qu'est la marionnette, mais plutôt le concept de figure, d'effigie, plus versatile et englobant. Ce terme permet que le théâtre d'ombre, de papier, d'objets ou de matériaux trouve leur place au sein d'un champ disciplinaire pensé dans toute la variété de ses propositions scéniques. Cette discordance entre l'image minorante de ce que peut la marionnette et la richesse de ses développements contemporains crée ici une difficulté. En effet, il est fort possible que ce dont je vais vous parler, malgré mon titre, reste désincarné et abstrait. Pour pallier à cela, j'aurais aimé vous montrer des extraits de spectacles ou faire de cette communication une démonstration, afin de vous donner à voir quelques principes théoriques en acte. Cependant, je ne dispose que de 20 minutes. Je vais donc tâcher d'exposer de façon concise les fondements des corporéités à l'œuvre dans le théâtre de marionnette contemporain et leur rapport à l'espace scénique. Ils seront illustrés de photos de spectacles auxquels il manquera ce qui, le plus souvent, fait la vie du personnage marionnettique, à savoir le mouvement. J'espère néanmoins qu'elles permettront d'entrevoir la dynamique qui est le propre de la marionnette, à savoir la tension entre une autonomie fictionnelle et une dépendance réelle, et entre sa nature de chose et son statut de personnage. Outre son caractère réducteur dans l'imaginaire collectif, même les artistes ne s'accordent pas toujours sur ce que le mot marionnette désigne. Celles et ceux ayant fondé le théâtre d'objets, par exemple, ne pensent pas faire de la marionnette, même s'ils reconnaissent des similitudes poétiques entre leur façon de transfigurer par le récit des objets manufacturés et la force expressive de la marionnette. Mais alors, qu'est-ce qui la fonde, cette force? Comment et pourquoi sommes-nous saisis par l'apparition de ces artefacts, troublants de réalisme ou au contraire de stylisation? Comment circonscrire le champ de la marionnette? C'est l'objet de la recherche menée par Steve Tillis dans sa thèse Towards an Aesthetics of the Puppet, se refusant à classer les marionnettes par type de technique ou par zone géographique de déploiement de tradition. Tillis cherche véritablement ce qui fait marionnette, de façon générique. Autrement dit, ce qui est commun à un spectacle d'ombre indonésien et à Punch and Judy. Tout à fait la même affaire. À l'extrême codification du bunraku japonais et à la liberté formelle d'une parade de marionnettes géantes dans l'espace public. En somme, ce qui est identique dans la diversité des formes de ce que l'on appelle marionnette. Ce qui fonde la puissance métaphorique et émotionnelle de la présence marionnettique, c'est sa nature double, à la fois chose inerte, qu'elle soit matière brute, objet manufacturé au rebut ou marionnette élaborée avec soin, et personnage temporairement animé d'une vie. Cette dualité, son paradoxe ontologique, pour reprendre les mots de Tillis, la différencie des autres médiums d'expression artistique et crée entre le public et elle un rapport particulier. En effet, et c'est pour cela que Tillis parle de double vision, le public reçoit sans cesse l'information contradictoire que la marionnette est toujours et dans le même temps une chose et une personne. La vie du personnage marionnettique est temporaire et lui est donnée à la fois par l'interprète qui l'anime et par le public. Il y a donc illusion, mais illusion consentie, voire co-création. La marionnette est l'incarnation même de la fameuse suspension volontaire d'incrédulité, the willing suspension of disbelief, théorisée par Coleridge. Elle dénonce en permanence sa propre illusion. Il n'y a pas à proprement parler de magie, et pourtant celle-ci opère. De plus, parce qu'en tant que public, nous avons investi la marionnette d'une pensée et d'émotions, ses tribulations et sa lutte, sa mise à mort, parfois, nous touchent de façon aiguë et immédiate. C'est pourquoi il me semble que l'on ne peut parler de distanciation, un terme que j'entends souvent utiliser, car le mécanisme de projection dans l'objet met en jeu nos émotions d'une façon qui n'est pas distanciée. En revanche, la double vision crée sinon une distance, du moins un interstice. La convention théâtrale reste toujours visible, chacune et chacun peut, à tout moment du spectacle, choisir l'intensité avec laquelle investir l'objet d'une vie propre. Cela fait de la marionnette
un médium de choix pour parler avec force et sans pathos de nos questionnements essentiels. Elle peut s'emparer des thématiques les plus sombres et les rendre audibles sans pour autant les édulcorer. Parce qu'elle opère ce va-et-vient constant entre les deux pôles de l'inerte et du vivant, et qu'elle rebat sans cesse les cartes du vrai et du faux, la marionnette permet la représentation de l'abstrait, la métaphorisation du réel. Je citerai ici la marionnettiste Ilka Schönbein. On dit que l'amour tourne la tête, et si la tête de mon personnage était pour de bon à l'envers? On dit que l'amour brise le cœur, et si cette brisure s'ouvrait sur un flot de sang? Nous avons tous vécu ces états. Je demanderai à mes personnages de les rendre visibles. La marionnette donne donc vie à ce qui n'en a pas, présence à ce qui n'est pas là ou qui reste intangible. Elle dit mieux que toute autre forme artistique, selon moi, la présence envahissante de la mort dans nos vies, transmet le vertige de la perte, mais aussi l'émerveillement d'être là au présent. Elle donne corps à nos figures de pensée, aux circonvolutions de notre imaginaire, à nos émotions. Elle peut se dédoubler, rendre sensibles tous ces moments où nous semblons ne plus coïncider avec nous-mêmes, incarner les voix multiples qui nous habitent, les injonctions sociales qui nous sont faites. Elle peut mettre en lumière les rapports de domination, en prenant au pied de la lettre la métaphore de la manipulation. Les libertés qu'elle peut prendre avec le vraisemblable en font un bon médium des dévoilements politiques du réel, tout comme la science-fiction peut, en proposant un univers différent du nôtre, mettre en lumière ce qui dysfonctionne dans celui-ci. La marionnette dépasse les limites de l'humain, voire le réinvente, car elle se joue de la gravité et des impératifs physiques imposés par son corps à l'interprète, notamment ce non négligeable de le garder en vie et de ne pas nuire à son intégrité. Elle permet donc la représentation frontale de la violence, la dégradation du corps, la réduction de l'humain à l'objet. Elle peut retourner à l'état de matière inerte, ou encore se démembrer puis parler depuis chacun de ses membres distincts. Elle peut donner voix aux morts, elle peut aussi montrer avec force l'anéantissement des vivants. Elle a l'âge et la physionomie qu'on lui donne, ce qui la rend convaincante pour représenter les âges limites, naissance, petite enfance, vieillesse, les personnages non humains et les multiples hybridations entre humain et animal ou organique et technologique. Elle est ce que Didier Plassard appelle une figure du seuil. Pour reprendre ces mots, si nouveau Janus a double visage, la marionnette est bien une figure du seuil, regardant à la fois vers le monde des choses dont elle provient et vers celui des hommes où elle s'introduit. Elle ne cesse de pivoter sur son axe, nous obligeant à saisir dans un même espace mental ce qui nous fonde et ce qui nous menace. Sans doute la marionnette n'est-elle que le nom donné aujourd'hui sur la scène théâtrale à ces mouvements d'entrée et de sortie de l'humanité, au double sens biologique et moral de ce terme. En cela, elle est profondément intranquille. Son paradoxe tient également à ce qu'elle n'est jamais une autre personne que le personnage qu'elle incarne, contrairement par exemple à des comédiens ou comédiennes qu'on a pu voir ailleurs dans d'autres rôles. Tout en ajoutant entre interprète et public un intermédiaire dont la matérialité est irréductible et signifiante. Ceci est très présent dans le théâtre d'objets, où ces derniers sont détournés de leur fonction habituelle sans qu'elles ne disparaissent, ce qui transforme le personnage. Ici, ce marteau, arrache-clou, représente en fait le colonel Bordure dans Uburoy. On ne reçoit évidemment pas de la même façon les répliques selon qu'elles sont interprétées par un acteur ou par un marteau arrache-clou. On voit d'ailleurs ici un bel exemple d'utilisation métonymique de l'objet. On passe avec fluidité du général raide et gominé. À chaque fois que le marteau arrive, le comédien fait sur la forme du marteau comme s'il remettait en place ses cheveux. Donc on passe avec fluidité du général raide et gominé au marteau qui achève ses victimes, du criminel à l'arme qu'il utilise. Ce rôle de la matière en tant que signe fonctionne aussi, parfois plus discrètement, avec les marionnettes construites pour le rôle. Il est central au spectacle Anywhere d'Élise Vigneron, adaptation d'Édipe sur la route d'Henri Beauchot. Évoluant dans un décor fait de glace, une marionnette, elle aussi de glace, partage avec toute la scénographie un processus lent mais inexorable de fonte. À mesure qu'il trouve sa vérité, Édipe se libère de son enveloppe corporelle et ne fait plus qu'un avec son environnement.
C'est là une autre spécificité de la marionnette que d'être aussi artificielle que le reste de ce qui fait leur représentation, aussi bien les costumes que le décor ou les lumières. Conçue et réalisée pour la scène, sa vie ne précède ni n'excède sa présence scénique. Et en cela, on pourrait dire qu'elle est le corps théâtral par excellence. Je me suis permis de reprendre cette petite citation de La Tempête de Shakespeare, parce que pour moi, c'est ça la marionnette, l'étoffe dont sont faites les rêves. Tout en elle a fait l'objet d'un choix, les matériaux qui la composent, son esthétique, son mouvement. Et chacun de ces choix est décisif pour la dramaturgie. Son esthétique, par exemple, ne constitue pas qu'un parti pris visuel, mais aussi un enjeu décisif pour le récit. S'agit-il de représenter le réel ou simplement de le signifier? Où le spectacle se situe-t-il sur le continuum de représentation allant de la stylisation à l'hyperréalisme? Les arts de la marionnette du XXe siècle ont bien sûr été traversés de tous les grands questionnements sur le rapport à la figuration. On peut toutefois noter un intérêt grandissant à l'heure actuelle pour la marionnette réaliste, voire ultra-réaliste, ce qui par exemple n'était pas du tout le cas au milieu du XXe siècle. Cette recherche joue avec le trouble et la fascination produits par ces personnages si ressemblants, mais dont la fixité du visage et l'artificialité les placent au cœur de l'Uncanny Valley, théorisé par Masahiro Mori, un chercheur en robotique japonais, la vallée de l'étrange dont il était question tout à l'heure. Cette inquiétante étrangeté est plus sensible encore lorsque la marionnette coexiste scéniquement avec l'interprète qui l'anime et que l'humain reste présent à titre de référent. Or, cette coexistence est précisément un aspect central des développements du théâtre de marionnette contemporain, depuis ce qui est considéré comme son acte fondateur, la sortie du marionnettiste hors du castelet traditionnel. Petite révolution dans la représentation. Il importe de rappeler néanmoins que certaines techniques traditionnelles donnaient déjà à voir ce rapport entre animant et animé, soit de façon temporaire, comme lorsque Pulcinella, dans la tradition italienne, harangue son manipulateur, soit de façon permanente, comme au bunraku, où le sensei manipule à visage découvert. Il semblerait d'ailleurs que ce soit en partie à la découverte de cette tradition japonaise par les marionnettistes occidentaux que l'on doive le développement de la manipulation à vue. Cette présence visible des sources du mouvement et de la voix du personnage vient le déréaliser, peu importe le degré de réalisme de sa fabrication, de son esthétique et de son mouvement. La manipulation à vue souligne son statut ontologique d'être animé par une force extérieure et inscrit sa parole dans une structure d'énonciation enchâssée, puisqu'on le voit toujours être agi par une ou des personnes extérieures qui parlent à travers lui. Cette coprésence met également en exergue la relation entre être vivant et être animé, relation qui tient désormais plus de l'horizontalité que de la verticalité. Dans le texte « Marionnette oblige, éthique et esthétique sur la scène contemporaine », Didier Plassard explique que ce n'est plus tant sur le registre de l'illusion ou du mystérieux que se joue cette relation, mais plus souvent sur celui de la protection ou de l'accompagnement ou du dédoublement. Ce qui se traduit très concrètement par un geste de manipulation venant moins d'en haut, comme avec la marionnette à fil, ou en bas, comme par exemple la marionnette à gaine, et plus souvent en prise directe à hauteur de table ou au sol. À l'aide d'éléments extérieurs tels que lumière ou costume, et surtout à l'aide de son propre corps, l'interprète met en œuvre les conventions permettant la compréhension de la relation engagée avec le personnage marionnettique. Il peut lui suffire d'un simple regard pour passer d'une délégation de l'interprétation à une présence scénique affirmée. De plus, son statut peut varier au cours de la pièce, et le passage d'un statut à un autre constitue en soi un enjeu dramatique. Selon qu'il y a une ou un ou plusieurs interprètes au service du mouvement de chaque marionnette, ou au contraire, plusieurs marionnettes par marionnettiste, et selon qu'il y a ou non identité entre source de la voix et du mouvement, l'organisation des présences scéniques peut être modifiée de façon saisissante. Cette coprésence affirmée se décline selon bien des modalités dont je ne pourrais, hélas, vous montrer que quelques images. Qu'il s'agisse du travail d'Ilka Schönbein et de ces êtres hybrides où la marionnette se fait prothèse, excroissance plus ou moins monstrueuse de l'interprète, ou de l'exploration du corps castelet, où le corps de l'interprète
devient l'environnement exploré par la marionnette. On voit ici un jeu évident avec la miniaturisation de la figure humaine. Mais le jeu des échelles peut à l'inverse s'incarner dans des marionnettes trop grandes qui créent des difficultés de contrôle, des mouvements parfois aléatoires, comme dans la mise en scène par Bérengère Ventusseau de Violet de Jon Fosse, où les marionnettes de plus de 2 mètres traduisent avec justesse le rapport de l'adolescent et l'adolescente avec son propre corps, dont les mouvements intérieurs et les transformations rapides le dépassent. La marionnette étant vraiment tenue assez haut par les interprètes, les bras ont tendance à être toujours un peu comme ça, puis la tête un peu comme ça. Il y a vraiment quelque chose de la corporéité même de l'adolescent qui est vraiment très bien rendu par ces marionnettes. Le trouble entre le vivant et l'animé devient également paroxystique dans ces propositions. Où commence le corps de l'interprète? Où finit-il? Où est le réel? Où est le fictif? Cela offre un champ d'exploration en phase notamment avec les questionnements éthiques contemporains autour des figures post-humaines du cyborg, de l'androïde ou des êtres synthétiques que d'aucuns investissent d'une vie au quotidien. C'est une photo du dernier spectacle de Ulrike Kvag, Maniacs, où un interprète vivant interagit avec une real doll. Le geste technique de manipulation peut en soi devenir signifiant, comme dans le spectacle Jerk de Gisèle Vienne et Dennis Cooper, qui passera par ailleurs à l'usine C en janvier. Jonathan Capdevielle y incarne un jeune adulte interné en hôpital psychiatrique où il a appris la marionnette à gaine afin de représenter les tortures sexuelles dont il s'est rendu complice et de parvenir à enfin y réfléchir. Le long moment où l'interprète figure avec moult bruit de succion, un fist-fucking forcé sur un adolescent presque mort est sans aucun doute au panthéon de ce que j'ai vu de plus dérangeant sur scène. L'adéquation parfaite entre le geste technique, la marionnette à gaine est une marionnette qu'on enfile, dans laquelle on met la main, et le fait qu'il illustre au pied de la lettre les sévices infligés est à la fois brutale et glaçante. Pour conclure sur la question de la corporéité de l'interprète marionnettiste, je reprendrai l'idée développée par Brunella Eruli que le marionnettiste est un acteur liquide. Eruli fait ainsi référence au livre Liquid Modernity du sociologue Zygmunt Bauman, à qui elle emprunte le concept de réalité liquide propre à la postmodernité. Liquide parce que changeante et protéiforme, prise dans un flux et déjà transformée alors même que l'on essaie de la saisir. La marionnette est un médium parfait pour traduire cet état de transformation permanente, d'autant qu'elle n'est soumise à aucune obligation de continuité dans ses modes d'organisation entre manipulant et manipulé. Le corps réel devient corps fictif et inversement, la perception se perd dans des jeux de miroir et comme l'écrit Plassard, un retournement se produit, le site de l'humain se déplace de l'instrumentiste vivant vers la figure dont il joue. Or, si la marionnette, au gré des changements de statut, de forme et de matérialité qu'il lui est possible de donner à voir, incarne cette réalité liquide, alors il faut bien reconnaître que l'interprète marionnettiste est par extension un acteur ou une actrice liquide. Car il lui est donné de faire de sa présence même un signe riche d'interprétation, dans une radicale égalité avec les autres signes qui composent le spectacle. Je reprends les mots de Brunella Eruli. La marionnette est là aussi pour parler de l'hétérogène qui nous compose et pour montrer que le manipulateur est fragile car il n'est qu'un moment des états possibles qui vont le travailler. Affirmer cette relation transforme l'espace scénique en un lieu liquide, prêt à suivre les formes successives que le marionnettiste interprète saura sortir de lui-même autant que de la marionnette. Ce concept de liquidité, appliqué d'abord au personnage marionnettique puis à l'interprète marionnettiste, j'aurais aimé avoir le temps de l'étendre aux espaces que ces présences habitent. J'aurais voulu développer la façon dont l'espace lui-même est marionnettisé et devient ce qu'Alain Recoin déjà appelait l'hyper-marionnette. Analyser comment ce qui est masqué au regard joue presque autant que ce qui est montré. Comment les mouvements du décor et au sein des décors deviennent aussi signifiants pour appréhender l'action dramatique que les mouvements de la marionnette le sont pour comprendre sa pensée, et comment, au sein de cet espace lui aussi liquide, c'est au public que revient le soin d'organiser les signes et de créer du sens. Faute de temps, ce chapitre devra néanmoins faire l'objet d'une communication ultérieure. Je conclurai donc sur un autre aspect qui me tient à cœur et qui concerne les potentialités de la marionnette pour penser et réaliser un théâtre d'émancipation. La vulnérabilité est, on l'a vu, au cœur de l'être au monde marionnettique. Figure liminaire et paradoxale, ontologiquement double,
Elle crée un interstice et élargit les mailles du tissu serré du monde tel qu'il est, en proposant au public une forme de co-création qui pourrait être un des visages de l'émancipation tel que pensé par Jacques Rancière. Le théâtre de marionnettes, où regarder est toujours participer activement à la vie des personnages, me semble offrir un bel espace de dépassement d'une prétendue passivité du public et d'un partage inégal du sensible. Et s'il permet à coup sûr d'éloigner la morsure du réel, peut-être peut-il même être, comme l'écrit Didier Plassard, une forme discrète de réenchantement du monde. Merci.